Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine, football professionnel ou amateur, avec ce soir tous les résultats et les conséquences au classement. On va s'intéresser au National 2, notamment avec un derby de Nouvelle-Aquitaine dans la poule B entre Bergerac-Périgord et le FC Libourne. Il y aura du National 3 avec un duel au couteau entre Saint-Paul Sport et l'US Lège Cap-Ferré. Et puis une large page consacrée au Régional 1 avec chez les filles un duel entre Talence FC et Limoges Football. Et puis chez les garçons, on aura un focus club à vous proposer sur Saint-Jean d'Angély et une interview du vice-président de l'AS Cause qui est notre club coup de cœur de la semaine. L'AS Cause, seule formation encore invaincue en Régional 2 dans la région Nouvelle-Aquitaine. Gros programme ce soir pour ce numéro 129 d'LFNA TV qui démarre maintenant. Galanterie oblige, on débute avec le foot féminin comme toujours avec la 15e journée de D1 Arkema et vous allez le voir, une lourde défaite pour les Girondins de Bordeaux à domicile contre le Paris FC, défaite 6-2 avec notamment un triplé de Clara Matteo, un doublé de l'ancienne bordelaise Julie Dufour et vous le voyez, en seulement 26 minutes, Clara Matteo, l'internationale française, a marqué un triplé avec notamment ce superbe lob pour le but du 3-2 au classement. Les Bordelaises, lanterne rouge avec déjà 6 points de retard sur le 10e qui n'est autre que l'en avant Guingamp. Il n'y avait pas de 3e division féminine ce week-end. En revanche, il y avait de la régionale 1 avec un duel du côté de Talence entre le Talence FC et le Limoges Football. Un duel qui vous est résumé par notre correspondant en Gironde, Rémi Penet. C'est bien à Talence que Limoges se déplace pour cette journée de Régional 1 féminine. Au match aller, Talence était parti s'imposer en terre limougeaude 1-0. Limoges vient donc en Gironde avec l'intention de faire à son tour un coup à l'extérieur. Entrée sur le terrain des joueuses, dernière concertation d'équipe avant le coup d'envoi. Et ce sont ensuite les Bleus qui se montrent dangereuses en première avec un coup franc de Jessica Calouin. Mais c'est au-dessus. Manon Garguel est ensuite envoyée en profondeur sur le côté droit, mais sa frappe n'est pas cadrée. Les visiteuses essayent ensuite de passer par le côté gauche avec Amélie Falgueré qui centre pour sa capitaine Jessica Calouin, qui frappe en pivot, mais c'est arrêté par Cassandra Audin. Et sur une touche dans le camp adverse, Garguel parvient à se retourner et centrer. Cafouillage dans la défense de Talence et c'est Lisa Barlieu qui, en renard, vient marquer dans le but vide. 1-0 pour Limoges. Et de son côté, Talence essaie de produire son jeu et cherche la profondeur. Mais la gardienne limougeaude Emilia Segura reste vigilante. Combinaison entre Garguel et Falgueré. La deuxième remis à la première qui frappe, mais c'est trop écrasé pour inquiéter Audin. Et à la mi-temps, ce sont donc les visiteuses qui mènent 1-0. Tout est donc encore ouvert dans ce match, mais les visiteuses ne vont pas tarder à se mettre à l'abri. Peu de temps après le coup d'envoi donné par les Talencaises, Garguel part sur le côté droit. Elle réussit à centrer pour sa capitaine Jessica Calouin qui reprend au centre et donne le but du 2-0 à son équipe. Le break est fait pour Limoges et Jessica Calouin est même proche de s'offrir un doublé sur corner, mais sa reprise frôle le poteau adverse. Quelques minutes plus tard, les Limougeaudes percent la défense adverse et Chloé Zamorano, d'un petit ballon piqué, creuse l'écart. 3-0 pour Limoges. Le plus dur est fait pour les visiteuses, mais elles insistent. Lola Châtaignier-Gracio tente la frappe de loin, mais c'est au-dessus. Barlieu s'appuie ensuite sur Calouin pour pouvoir frapper, mais très belle parade de la gardienne adverse, Cassandra Audin. Et les joueuses de Talence se projettent vers l'avant dans cette fin de match. Belle combinaison à deux des joueuses blanches et noires. Chloé L'extrait va réussir à provoquer la faute de la défense adverse et Colline Azan en profite pour amener son équipe à 3-1.
Et 3-1, ce sera également le score final dans ce match. Limoges prend sa revanche du match aller, un match maîtrisé de la part des visiteuses. On a eu la maîtrise du match l'essentiel du temps. On a essayé de poser le jeu, d'avoir la maîtrise du ballon. On l'a plus ou moins bien fait en première mi-temps. On manquait un peu de rythme pour faire la différence. On ronronnait un petit peu. Et heureusement, on a réussi à marquer ce but juste avant la mi-temps. Ça nous a libéré un petit peu. Puis en deuxième mi-temps, on a mis un peu plus de rythme. On avait vraiment la main mise sur le match et puis on a été récompensé avec 2 buts supplémentaires. Voilà, pour cette saison, on va essayer de finir le plus haut possible au classement et puis il y a la Coupe Nouvelle-Aquitaine qui va arriver et puis essayer de faire au minimum aussi bien que l'année dernière en Coupe Nouvelle-Aquitaine. On est un groupe assez jeune, à part moi-même, hein. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de joueuses de 18, 19, 20 ans, donc ça amène un petit peu de folie. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'on a un très bon groupe qui joue au football. Pour moi, on n'est pas à la place où on devrait être, mais il reste pas mal de matchs pour essayer de grimper petit à petit et gagner des places au classement. Les joueuses de talent sauront longtemps résister dans ce match, mais n'auront pas réussi à éviter l'ouverture du score adverse juste avant la mi-temps. À la mi-temps, on s'est dit tout simplement qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait qu'on continue à jouer avec nos qualités, parce que rien n'était fait et on se prend un but qui vient nous mettre un coup derrière la tête, je pense, à 50 secondes, je crois, de la reprise. Mais voilà, moi je reste confiante pour la suite parce qu'on lâche rien, on est soudés et puis voilà, tout simplement. Il ne faut pas se mentir, on a été fait un gros hold-up à Limoges, donc on savait qu'elle viendrait ici avec un esprit revanchard et c'est tout à fait normal. Je pense qu'elles ont montré leur supériorité par des joueuses de qualité et par une expérience que nous n'avons pas. Nous, encore une fois, on essaye avec la jeunesse de l'effectif et un effectif recréé par rapport à l'année dernière, de faire mieux chaque match. Pour nous, de toute façon, l'objectif est simple, c'est d'essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Et la préparation des matchs se fait au jour le jour. On essaye d'avancer avec un faible effectif. En termes de quantité bien entendu, mais on va tout faire pour se battre et pour gagner notre maintien le plus rapidement possible. Voici tous les résultats de cette 14e journée de Régional 1 chez les filles avec la victoire 2-0 des Genêts d'Anglet face à Trélissac-Canton Périgord, la victoire 3-0 du FC Gradignan face au Pôle Palois FF, belle victoire également. Donc vous l'avez vu de Limoges Football sur le terrain de Talence 3-1. Et puis les 2 victoires 2-0 du CMO Bassins face au Pau Football Club et de Bergerac Périgord qui poursuit son chemin en battant l'ES Poitiers 3 cités. Évidemment, l'ES La Rochelle était exempt ce week-end puisque La Rochelle devait jouer l'ESA Brive. Au classement, les conséquences de cette 14e journée avec Bergerac Périgord toujours en tête, 4 points d'avance sur le club de Poitiers 3 cités. 3e, on retrouve le FC Gradignan avec 24 points. 4e, les Genêts d'Anglet avec 20 points. 5e, Limoges Football, 19 points. 6e, l'ES La Rochelle, 17 points. 7e, le CMO Bassins avec 14 points. Devant le Pôle Palois FF, mais avec une meilleure différence de but pour le CMO Bassins. Talence est 9e avec 13 points. Le Pau FC 10e avec 8 points. Trélissac-Canton Périgord est 11e avec 6 points. On passe maintenant au football masculin et tout d'abord le football professionnel. La Ligue 2 BKT ont joué ce week-end la 24e journée. Bilan positif pour les clubs néo-aquitains. Bordeaux a battu Grenoble 1-0 grâce à un but de son attaquant qui est arrivé cette année, Zan Vipotnik. Une victoire importante et un ouf de soulagement pour Gaëtan Vesbeck, interrogé à l'issue de la rencontre par nos confrères de Girondin TV. Ouais, très heureux ce soir. Très belle victoire. Au forceps à la fin, mais le plus important est là, on a gagné et on est très content ce soir. Tu me disais que t'étais cuit un peu là ? Ouais, en fin de match c'était compliqué, là les 10 dernières, j'étais vraiment cuit, mais voilà, c'est parti aussi de certains matchs où c'est plus dur physiquement et voilà, on est très content. La victoire est là, donc c'est magnifique ce soir.
De son côté, le Pau Football Club a ramené un bon point de son déplacement sur le terrain du Paris FC, match nul. Un but partout, ça aurait pu même se transformer en victoire sans l'égalisation à la 95e minute du club francilien. On écoute tout de suite le défenseur du club béarnais, Jean Ruiz, forcément partagé entre joie et déception, au micro de nos confrères de France Bleu, Béarn Bigorre. Bonjour Jean, il y a forcément beaucoup de déception et de frustration après ce résultat. Ouais, il y en a énormément. On avait tout entre les mains, on était chez un bon adversaire sur un terrain difficile. On a ouvert le score et prendre ce but comme ça à la dernière seconde, c'est très très frustrant pour toute l'équipe. Ce qui est le plus frustrant, c'est qu'en fait, en un mois, vous concédez 2 buts à la 95e sur 2 erreurs défensives. Comment vous l'expliquez ? Moi, je ne sais pas si on peut vraiment l'expliquer. C'est un peu un manque d'inattention à des moments très clés. Peut-être la fatigue a pris, je ne sais pas, peut-être le dessus. Je ne vais pas chercher d'excuses. Il faut qu'on le travaille. On travaille dur la semaine, on travaille ces situations-là, de coups de pied arrêtés ou comme à Rodez devant la défense dans les 16 derniers mètres. Mais bon, on va continuer à travailler et on va essayer de gommer ces petites erreurs-là. Au classement, quand même, vous continuez à avancer. C'est un point pris par-ci par-là. Mais il n'y a pas cette victoire. Ouais, là on savait si on gagnait ce soir, on passait 5e, on était vraiment super bien. Mais bon, on est toujours dans la course, on est toujours à quelques points des 5 premiers, enfin du 5e. Et on va pas lâcher, on va tout faire pour gagner la semaine prochaine contre QRM à domicile. Comment c'était dans les vestiaires ? Beaucoup de tristesse. Enfin, on était frustrés, il y avait de la tristesse. Voilà, dans ces situations-là, c'est compliqué. Après, je ne vais pas parler des joueurs, parce que ce qu'il y a dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait beaucoup de frustration et de déception. Conséquence de cette journée au classement, Pau est 8e, toujours dans le top 10. Et puis le Girondin de Bordeaux réalise une belle opération puisque les Girondins soufflent un petit peu. Ils remontent à la 13e place. On passe au National 2 avec la poule B qui comporte les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Il y avait ce week-end 3 matchs en retard à rattraper, notamment un match de la 12e journée, un derby entre Bergerac, Périgord et le FC Libourne, un derby de Nouvelle-Aquitaine qui vous est résumé par Antoine Olivier. Vendredi soir était synonyme de derby au stade de Campréal. Bergerac, 10e, reçoit son voisin d'un peu plus de 50 km et surtout 2e, le FC Libourne. Les locaux jouent leur maintien tandis que pour les Libournais, c'est la course au titre et à la montée. Le début du match est plutôt à l'avantage des joueurs de Bergerac avec une première incursion dans le camp adverse et un centre capté sans problème par le portier du FC Libourne. 36e minute, Bergerac gratte un bon ballon près du poteau de corner. Le centre de Victor Elisalt est mal négocié par la défense de Libourne. Après un cafouillage au milieu de la surface, c'est Valdir Fonseca qui peut frapper. Malheureusement pour les Bergeracois, sa tentative passe largement au-dessus. C'est la plus grosse occasion de cette première mi-temps. Dernier frisson pour Libourne avec ce corner frappé directement par Axel Tressin. Heureusement, pour le dauphin du championnat, Pierre Portet est vigilant sur sa ligne et peut éviter l'ouverture du score. Après 45 premières minutes assez pauvres, les Libournais montrent un léger soupçon d'orgueil, mais le centre de Modoufal est tranquillement capté par le portier bergeracois. 0-0 à l'issue d'une première période dans l'ensemble dominé par Bergerac. Libourne doit faire mieux pour tenter de recoller aux herbiers, toujours leader. Au retour des vestiaires, la physionomie du match n'a pas changé. Toujours peu d'occasions des deux côtés, mais c'est bien Libourne, sur ce coup franc lointain qui manque d'ouvrir le score. Pierre Laborde de Turon conserve sa cage inviolée. 70e minute de jeu, toujours 0-0. Victor Elisalt passe en revue la défense libournaise pour adresser un bon centre. Le ballon revient en retrait dans les pieds de Victor Elisalt qui frappe. Superbe parade de Pierre Portes qui met ce ballon en corner. Après un dernier coup franc du numéro 10 bergeracois, Monsieur Préau siffle la fin du match. Les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge. Le FC Libourne reste à 2 points des herbiers tandis que Bergerac conserve sa 10e place et peut nourrir quelques regrets. Le récap des résultats du week-end avec donc 3 matchs qui étaient à rejouer. Bergerac, Périgord, Libourne 0-0, vous l'avez vu grâce à Antoine Olivier. La belle victoire 2-0 de Trélissac face au SCO Angers et puis un match
qui opposait Romorantin à Bourges. Victoire de Bourges à l'extérieur 2-0. Conséquence de ces 3 résultats au classement, Libourne est toujours deuxième à 2 points maintenant du leader Vendée les Herbiers. Le club de Trélissac qui prend 5 points d'avance sur le 13e. Trélissac 12e avec 16 points. Dans le bas de tableau, on retrouve toujours la réserve du SCO Angers dans un classement dominé, je l'ai dit, par Vendée les Herbiers. On continue avec le National 3. Là aussi, il y avait des matchs en retard à rattraper ce week-end, notamment dans la poule B, avec un duel au couteau entre Saint-Paul Sport et le club de l'US Lège Cap-Ferré. Un match qui avait lieu du côté de Saint-Paul-les-Dax et qui vous est résumé par Théo Rodriguez. Match en retard de la 10e journée de National 3, Saint-Paul Sport recevait l'US Lège Cap-Ferré au stade Plein des Sports de Saint-Paul-les-Dax. 14e au classement d'une poule B très accrochée, les Saint-Paulois ont besoin de points pour sortir de la zone rouge. Face à eux, les Légeaux Ferré-Capiens occupent la 11e place de ce classement avec seulement 4 points d'avance sur leur adversaire du soir. Le match démarre fort pour Lège Cap-Ferré à la 7e minute. William Mulowa est lancé dans le couloir droit. Il gagne son duel de vitesse avec le latéral adverse et adresse un centre au second poteau. C'est repoussé de la tête mais le ballon vit toujours. Ça profite à Eper qui envoie une magnifique reprise de volée à bout portant. Le portier Saint-Paulois ne peut rien faire. Les Légeaux Ferré-Capiens ouvrent le score très tôt dans ce match. Ça fait 1-0. Bonne récupération de balle de Tiberghien dans l'entrejeu. Il lance Estève dans la profondeur qui ne parvient pas à contrôler, mais ça profite à Tiberghien de nouveau qui centre du gauche pour Fataki qui reprend de la tête et trouve le chemin des filets. Mais malheureusement, l'attaquant Saint-Paulois est signalé en position de hors-jeu. Guillaussou est à la retombée de ce long ballon. Il joue le 1-2 avec son partenaire et se retrouve seul dans le couloir droit. Il centre pour Tafaki qui coupe devant le but adverse et va concrétiser ce ballon. Mais encore une fois, l'arbitre assistant lève son drapeau. Ce but est une nouvelle fois refusé pour une position de hors-jeu. On en reste à 1-0. Il pousse les Saint-Paulois pour recoller au score à l'image de Guillaussou qui reçoit ce ballon à l'entrée de la surface, crochette le premier défenseur avant d'avoir une frappe, mais sa tentative ne trouve pas le cadre. 41e minute, corner pour Saint-Paul Sport, c'est frappé dans la boîte pour Tafaki qui saute plus haut que tout le monde et reprend ce ballon de la tête. Sa tête finit au fond des filets. Les Saint-Paulois égalisent juste avant la mi-temps. « 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les deux équipes se neutralisent sur le score de 1 partout. Au retour des vestiaires, possession pour les Légeaux Ferré-Capiens côté gauche. Ce ballon est centré dans la boîte pour Eper, seul devant le but Saint-Paulois. Il n'a plus qu'à pousser sa tête au fond des filets. Son doublé pour lui dans cette rencontre. Lège Cap-Ferré reprend l'avantage dans ce match. Ça fait 2-1. Nouvelle offensive girondine, Serein lance-balle dans la profondeur. Il rentre dans la surface et la donne à Eper qui prend sa chance du droit. Mais son enroulé fuit le cadre. Corner pour les Saint-Paulois, c'est centré dans la boîte et repris de la tête par Tafaki, mais sa tentative ne trompe pas la vigilance de Guesnay, qui capte facilement ce ballon. Coup franc pour Lège Cap-Ferré à l'entrée de la surface, c'est frappé du droit, mais Boué avait bien lu la trajectoire. Coup de sifflet final, le score en restera là. L'US Lège Cap-Ferré s'impose 2-1 sur la pelouse de Saint-Paul Sport, ce qui leur permet de faire un bond au classement et de prendre la 9e place de cette poule B de National 3. Et on remercie Théo Rodriguez pour ce résumé et surtout le club de Saint-Paul Sport qui nous a fourni les images avec une grande gentillesse et une grande réactivité. Merci à eux. Les résultats complets en National 3 dans cette poule B avec la belle victoire 2-0 de l'Aviron Bayonnais FC face à l'US Castanet et puis donc cette victoire de Lège Cap-Ferré du côté de Saint-Paul Sport au classement. L'US Castanet, malgré la défaite, est toujours en tête mais attention, ça se resserre. Même nombre de points entre Castanet et les Genêts d'Anglet, la différence de but pour l'instant qui permet à l'US Castanet de conserver son fauteuil de leader. L'Aviron Bayonnais également réalise une belle opération. L'Aviron Bayonnais 4e désormais avec 21 points dans le bas de tableau. On retrouve Saint-Paul Sport à la 13e place avec 11 petits points.
Dans la poule D, toujours en National 3, il y avait là aussi des matchs à rattraper ce week-end. Vous voyez les résultats avec la victoire de Vendée Fontenay Foot 1-0 face à Saint-Philbert. La belle victoire de la réserve des Chamois Niortais sur la pelouse des Sables, 4-1. Et puis Laval a concédé le nul du côté de Chaland, 2 buts partout. Classement toujours dominé par la réserve du FC Nantes devant Vendée Poiré Foot. Les Chamois Niortais sont 8e désormais avec 18 points, juste devant le FC Choré qui compte 9 points, qui compte 17 points à la 9e place. On ouvre maintenant une large page consacrée au Régional 1 avec tout d'abord la poule A, la 14e journée de championnat. Vous voyez les résultats avec 2 matchs reportés. La rencontre entre Rochefort et Bressuire, le match entre l'ES La Rochelle et l'US Chauvigny. Victoire 2-1 à l'extérieur du CA Neuville sur la pelouse de Saint-Jean-d'Angély. La victoire 2-0 du FC Nueil-Aubier qui a battu l'ES Guérétoise avec une belle opération, vous allez le voir au classement. 3-2 pour Toire Foot 79 face à l'ES Buxerolles qui était leader avant cette journée. Et puis 3-1 pour le Stade Poitvin face à l'Étoile Maritime. Changement de leader donc au classement, on l'a dit. Le FC Nueil-Aubier qui s'installe sur la plus haute marche du podium devant l'ES Buxerolles. 3e, le FC Bressuire, 4e le CA Neuville avec 21 points, tout comme Saint-Jean-d'Angély. Le Stade Poitvin, la réserve, est 6e avec 19 points, devant Rochefort qui est 7e, 18 points. L'ES Guérétoise, 8e avec 12 points. Toire Foot 79, 9e avec 11 points, tout comme l'ES La Rochelle. Chauvigny est 11e avec 9 points et la Lanterne Rouge se nomme toujours l'Étoile Maritime. On l'a dit, le club de Saint-Jean-d'Angély est 5e, un club historique de la Charente-Maritime, mais également de la région Nouvelle-Aquitaine, un club qui joue en rouge et jaune et qui vous est présenté grâce à un Focus Club signé du duo Théo Rodriguez-Hugo Launay. Fondé en 1902, le Sporting Club angérien est l'un des clubs les plus anciens de Charente-Maritime. Son président Romuald Courtès nous ouvre ses portes. Le Sporting Club angérien, c'est un des plus anciens clubs de l'ancienne Ligue du Centre-Ouest, qui maintenant est la Ligue Nouvelle-Aquitaine, 122 ans d'existence. Voilà, sur cette saison 2023-2024, à peu près 310 licenciés. Des U6 au U17 sur l'école de football, une régionale 1, une régionale 3, une départementale 3, une équipe senior féminine à 11 qui a été créée en septembre, une équipe féminine à 8, une section futsal et une équipe ESAT sport handicapé. Un club représenté à tous les niveaux depuis cette saison puisque l'équipe féminine de foot à 11 a été lancée en septembre dernier et ça pour le plus grand bonheur de Julien Sanfélix, leur entraîneur. Au début, on pensait avoir des licenciés beaucoup plus jeunes. Et en fin de compte, il s'est avéré que ce sont énormément des adultes et jeunes adultes qui ont répondu présentes. Donc du coup, on a engagé une équipe féminine à 8, de façon à pouvoir faire jouer tout le monde, parce que l'idée, c'est de jouer, que comme ça qu'on apprend. Les entraînements, c'est bien sympa, mais on apprend mieux en jouant. Donc 2 équipes féminines à 8, et puis le groupe a commencé encore à s'accroître. Et des filles qui avaient déjà joué auparavant en foot à 11 ont vite fait ressentir l'envie et le besoin de réévoluer à 11. Donc du coup l'effectif a permis qu'on puisse engager cette année cette nouvelle équipe féminine à 11. Honnêtement ça se passe mieux que prévu. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué. On a quand même 3 victoires sur un groupe de 13 équipes en championnat. Donc là, la première phase va se terminer, on va finir dans la poule basse. On va repartir sur un nouveau championnat en essayant de figurer au mieux sur cette nouvelle poule. Pour moi, c'est important. Et pour moi, c'est la vie d'un club, c'est pas que l'équipe Fagnon. Ça va des petits aux filles, au sport adapté, au futsal. Il faut avoir un œil partout. Et c'est beaucoup de travail par contre. Moi, je veux de l'humanité, un club familial. Même si on a un bon niveau régional, il faut que ce soit familial. Moi, je tiens à ça et de l'humain. Il n'y avait plus d'humain. On essaie de ramener ça. C'est pas une catégorie qui vient, vous voyez, un truc tout bête. Les joueurs ne passaient plus au clubhouse. Les coachs ont instaurent maintenant de passer même un quart d'heure, 20 minutes au clubhouse pour
perdu ou gagné, c'est de l'humanité. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois notre départemental 3, par exemple, et qu'il y a des joueurs de la R1 qui sont là tous les week-ends. Il y a des joueurs de la R1 et de la R3 qui vont voir les filles, qui viennent voir les petits. Pour moi, c'est important. Un club qui vit bien en interne et sur le rectangle vert, ça se ressent. L'équipe première déroule cette saison, des résultats pour lesquels Jean-Luc Caroli n'est pas étranger. Le tacticien arrivé cette saison fait les beaux jours du Sporting Club angérien. Alors le bilan à mi-saison est plutôt satisfaisant, malgré les départs qu'on a connus en fin de saison dernière. Donc c'était pas simple, on est sur une année de transition comme je vous disais. On a fait un recrutement cohérent qui correspond à notre projet de jeu. C'est ça le plus important. On a remis des joueurs aussi en confiance, qui ne jouaient plus forcément en R1. Ils viennent s'entraîner avec plaisir, c'est ça aussi qui est important, et redonner un petit peu de la valeur à tous ces joueurs qui sont en club depuis des saisons et des saisons. Sachant qu'on fonctionne toujours, nous, le groupe R1, R3, D3, on a le même discours, le même langage, on fonctionne ensemble. Tout ce qui se passe à côté, c'est pareil, c'est-à-dire que le vendredi, on se réunit après l'entraînement, que ce soit le groupe R1, R3, on est tous présents ensemble pour le casse-croûte de fin d'entraînement. Donc il y a une véritable osmose. Ouais, on a mis plusieurs petites choses en place qui sont plutôt sympas. Donc dans un premier temps, tout ce qui est amende, donc qui sont gérés par plusieurs joueurs du groupe, là où on sanctionne un peu les retards, les choses comme ça, les oublis de matériel. Donc ça c'est plutôt sympa et ça fait chambrer un peu tout le monde. Et la deuxième chose, oui, on a un petit rituel, c'est que le vendredi soir, on fait souvent un casse-croûte, donc qui sont organisés en fait par 2 joueurs. Et ce qui permet en fait le vendredi soir, avant le match, de se retrouver tous ensemble et tout le monde est convié à ce petit moment-là. Donc c'est plutôt sympa. C'est une qualité première parce qu'à un moment donné, on ne peut pas fonctionner par groupe. Quand on dit le groupe senior, c'est pas que le groupe R1. Et ça, c'est important pour tout le monde. Ça donne de l'importance et de la valeur à tous. Et quand on a besoin de joueurs pas forcément titulaires en R1, ils se sentent concernés et ils adhèrent au discours et au projet. 4e au classement d'une régionale 1 très relevée, les Angériens espèrent s'assurer le maintien et pourquoi pas en fin de saison. Regardez plus haut. Et là, cette année, c'est le maintien pour les 2 équipes seniors. Même si actuellement, on est 4e à 3 points du premier. Voilà, faut pas. Moi, vous m'auriez dit l'année dernière, à cette époque, vous aurez 21 points, on aurait signé tout de suite. On était plutôt très inquiets en début de saison. Et là, on est agréablement surpris. La montée, je dirais qu'il faut toujours y croire. Tout est possible au football. Maintenant, notre objectif, c'est vraiment le maintien. On sait le groupe qu'on a, on connaît notre effectif. En termes de quantité, c'est insuffisant. La qualité, on a de la qualité. Maintenant, il faut rester humble, prendre les matchs un par un, c'est ce qu'on fait. On savait qu'on était capable de faire des belles choses parce qu'on avait un groupe de talent. Maintenant, il fallait que la mayonnaise prenne. Et aujourd'hui, en fait, je pense que cette force collective vient de tous ces petits moments qu'on partage ensemble, sur et en dehors du terrain. Et forcément, ça permet de faire un collectif et avec un peu de talent, on arrive à faire des résultats intéressants. Un nouvel entraîneur, de nouveaux arrivants, le Sporting Club angérien repart de zéro, avec pour objectif commun, miser sur sa jeunesse. Dans un premier temps, effectivement, c'est de rebâtir un groupe, parce qu'on a eu 80% de départ en fin de saison dernière. Donc il faut rebâtir tout un groupe. On s'appuie sur la jeunesse. Actuellement, on a un groupe qui est très jeune, très jeune. Oui, le futur, c'est effectivement le noyau des jeunes. Même si aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on attire moins de jeunes. On est dans un secteur où il n'y a pas beaucoup d'équipes. Donc c'est compliqué, mais on sait que l'avenir passera par les jeunes, ça c'est une évidence. Pour moi, je trouve que c'est pas très très logique d'avoir un club senior en Régional 1 et d'avoir une école de foot. On devrait avoir des U13 en régional, niveau régional. On n'a pas, donc on travaille dessus et ça progresse bien. Après, on avait l'année dernière une très bonne équipe Régional 1 en U18. Qui n'est pas reparti cette année, et les jeunes qui sont restés de cette catégorie-là l'année dernière ont intégré les équipes seniors. Donc on en a 3 ou 4 en Régional 1, 1 ou 2 en R3 et 1 ou 2 aussi en départemental 3. Au-delà des joueurs présents sur la pelouse, la jeunesse est aussi visible sur le banc. Le coach adjoint de l'équipe première, âgé de 17 ans, s'impose dans le monde senior par son envie et son talent. Un adjoint très jeune, service civique, Sam, mais très compétent déjà. Très compétent, une aide importante, primordiale. Quelqu'un qui a envie de progresser. Jean-Luc Caroli, je l'ai rencontré en fin de saison dernière, donc
pour parler du coup de l'année prochaine. Franchement, c'est une très très bonne personne. Franchement, il t'accompagne sur le plan personnel et sur le plan sportif. Il me laisse prendre la main même avec les plus grands, donc c'est parfait. C'est mon tuteur aussi, donc en tant que service civique et en tant que formation. Donc, pour mes formations, c'est mon tuteur. Mais non, franchement, ouais, je dirais peut-être même un deuxième papa. Franchement, on a une relation particulière, donc on s'entend très bien, même avec l'écart d'âge, donc ça se passe super bien, franchement. Alors moi, on m'a proposé ce projet de R1, mais avec un objectif de maintien. Donc avec le coach, on était très clair, c'était l'objectif maintien. Mais il y a eu une belle ascension. Donc voilà, les joueurs ont été recrutés pour un style de jeu, un profil de jeu directement en lien avec les joueurs. Et ça se passe plutôt bien. Donc pour l'instant, on est plutôt en réussite. Donc on profite. Ouais, moi je suis fier de lui parce qu'on sent qu'il est vraiment passionné et motivé pour aller loin. Et je pense qu'il en a le profil. Le Sporting Club Angérien partage ses infrastructures avec le club de rugby de Saint-Jean-d'Angély, l'Ovalie sur l'herbe, le ballon rond sur le synthétique, un terrain qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Et l'avantage quand même du synthé, là on l'a vu à mi-octobre quand il y a eu beaucoup d'intempéries, c'est toujours entraîné. Alors c'est vrai que moi ça fait un petit moment que je suis au club et c'est un vrai confort de pouvoir s'entraîner sur un synthétique parce que c'est vrai le terrain est toujours bon, mais parfois il est vrai que c'est difficile d'aller à l'extérieur et de jouer sur des terrains qui peuvent être un petit peu moins bons, mais c'est aussi à nous de nous adapter et les terrains c'est pour les deux équipes, donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour remporter les matchs. On intègre forcément ce terrain qui nous permet d'avoir des joueurs plutôt techniques, donc c'est vrai que ça peut gêner certains clubs. Maintenant, nous, quand on va à l'extérieur sur terrain herbe, c'est un peu pareil. Donc, on est aussi parfois en difficulté. On est moins habitué. Et puis, je dirais qu'effectivement, nous, on se sert vraiment de ce synthétique comme projet de jeu. Donc, ce qui nous réussit bien, je dirais, ça nous réussit pas mal. On a recruté, comme je vous disais, des joueurs qui s'identifient vraiment à ce projet et qui ont le profil synthétique, des joueurs de qualité technique, évidemment. On arrive, je dirais, à produire du jeu. Notre fil conducteur, nous, c'est la possession. Et pareil, défensivement, c'est de récupérer le ballon le plus vite possible. Je dirais que ça se passe plutôt bien chez nous. C'est pas mal. À l'extérieur, on a fait aussi des très bons matchs. Mais c'est vrai que sur herbe, c'est un jeu différent. C'est bon. Mais après, il faut savoir s'adapter au football, c'est ce que je leur dis. On doit être capable de s'adapter aussi. Ce que je souhaiterais, c'est de bien finir la saison, comme on a pu bien la démarrer, continuer sur cette lancée, oublier le faux pas de ce week-end et essayer de finir dans les 3 premiers. Ça serait une bonne chose pour l'équipe, pour le club. Toujours en Régional 1, mais cette fois dans la poule B de championnat, la 14e journée, la victoire écrasante de l'ESA Brive face à Saint-Médard-en-Jalles. La victoire de Buzyn de l'US Lormont face au CS Fétia. La victoire à l'extérieur pour Couzé-Chaptelat 2-0 sur le terrain de Senon. 3-1 pour Boulazac face à Porte-Entre-deux-Mers. Match nul, 1 but partout entre Trélissac et Nontron-Saint-Pardoux. Et puis le nul également entre la réserve d'Angoulême-Charente et le FC Mérignac-Arlac. Un match où il n'y a pas eu de but. Score final 0-0. Ça n'empêche le FCE Mérignac-Arlac d'être en tête de ce championnat. 4 points d'avance sur Angoulême-Charente avec ce nul donc dans le duel entre le premier et le deuxième. Boulazac est troisième avec 24 points devant Porte-Entre-deux-Mers, 22 points. Brive, 5e avec 20 points. Couzé-Chaptelat est 6e avec 17 points devant l'US Lormont, 16 points. Fétia est 8e avec 15 points. 9e Saint-Médard-en-Jalles. 10e la réserve de Trélissac-Anton-Périgord Football Club. 11e l'US Senon avec 12 points. Et puis lanterne rouge du championnat avec 11 points, le club de Nontron-Saint-Pardoux. On continue de défiler les poules de Régional 1 avec cette fois un détour dans la poule C. La 14e journée toujours, la victoire 5-1 du Stade Montois face au SA Mérignac, le nul, 1 but partout entre l'Arène-Lusien et la Jeunesse Villenavaise. La belle victoire à l'extérieur dans un derby qui valait de l'or du FC Bassin d'Arcachon, 3-1 sur le terrain du voisin Biganos, 2-0 pour l'Iriburuco Ainara face à Labred, 2-1 pour l'Asmur contre le FC Lescar et puis 2-0 pour Cestas face aux Croisés
de Bayonne. Évidemment, la victoire dans le derby du bassin d'Arcachon a des conséquences au classement. Le bassin d'Arcachon qui s'envole avec désormais 8 points d'avance au classement sur son dauphin, le FC Biganos. 3e, Arin Lusien avec 21 points. 4e, Cestas, 20 points, tout comme les Croisés de Bayonne. Lasmur est 6e. 7e, Mérignac, 18 points. 8e, le Stade Montois, 16 points. 9e, Liriburuko Ainara, 15 points devant la Jeunesse Villenavès qui compte 13 points à la 10e place. Le FC Labrède est 11e. Et puis le FC L'Escar et Lanterne Rouge avec 6 points. On termine cette émission avec notre coup de cœur de la semaine. Un coup de cœur pour un club de Charente-Maritime, l'AS Cause, que vous voyez sur ces images avec une stat incroyable. L'AS Cause qui est tout simplement le seul club de la région Nouvelle-Aquitaine toujours invaincu dans son championnat de Régional 2. Pour évoquer cette saison fantastique du club de Charente-Maritime, Flavien Ziolkowski a interviewé le vice-président du club, Bernard Fauconnet. On termine avec cette interview donc du vice-président de l'AS Cause. Nous sommes avec Bernard Fauconnet, vice-président en charge de la communication de l'AS Cause, club de R2 en Charente-Maritime. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Première question, Bernard, je suppose que vous, dirigeants, et l'ensemble des dirigeants, vous êtes heureux actuellement puisque l'AS Cause est le seul club de Nouvelle-Aquitaine encore invaincu en Régional 2, toutes poules confondues dans la région. C'est assez incroyable ça. C'est vrai, c'est incroyable, c'est une belle performance. On se souvient surtout que les autres années ont débuté moins bien le championnat et que malheureusement, il a manqué à chaque fois un point pour réaliser... Tout au moins, ce qu'on cherche à chaque fois, c'est de passer l'étage au-dessus. Donc cette fois, ça a beaucoup mieux débuté et on espère continuer comme ça. On ne va pas s'arrêter sur une si belle série. Bravo aux joueurs qui vraiment s'impliquent énormément. Ça a continué justement donc ce week-end en battant Merpin à l'extérieur 2-0. Racontez-nous un petit peu le match. Ça a été difficile ou justement c'était un match maîtrisé du début à la fin ? On va dire que la première période a été peut-être plus difficile. Ça a été un échange, tout au moins peut-être une première mi-temps d'observation. Et ensuite, Cause s'est peut-être réveillé ou motivé un peu plus en disant il faut qu'on aille chercher cette victoire. On était sur 2 matchs nuls qui avaient freiné un petit peu dans l'élan. Et la deuxième période a été beaucoup plus aboutie avec 2 buts qui ont été concrétisés sur un terrain toujours difficile, mais qui était malgré tout en bon état. Et ça a été une belle rencontre. Je crois que ça fait plaisir aux supporters. Et bien sûr, pour nous, ça prolonge, c'est bien. Alors comptablement, cette victoire à l'extérieur contre Merpin est très très bien puisque vous êtes leader du coup de la poule avec 35 points, invaincu en 13 journées. Vous avez 16 points d'avance, 16 points Bernard, sur le deuxième Saint-Émilionnais. Vous affrontez Libourne, la réserve de Libourne, la semaine prochaine. Libourne qui est un excellent club, deuxième en National 2. Dans quel état d'esprit on est désormais à chaque fois que l'on affronte un club de la poule de R2, savoir si on doit rester invaincu, est-ce que les joueurs en font une obsession ? Non, il faut prendre match après match. Je crois qu'il y a un bon groupe qui vit bien. Il y a de belles sensations. L'entraîneur Gaël Maya qui a repris l'équipe cette année, je crois qu'il y a un bon feeling avec l'équipe, ça se passe bien. Prendre match après match sans trop de pression. Et puis, oui, Libourne, c'est un match en retard. Bien sûr, ça serait bien de gagner, pourquoi pas. Mais si on fait un match nul, ça restera quand même un très bon résultat. C'est un des adversaires que l'on avait déjà remarqué depuis le début. Libourne, Niort, enfin, et Saint-Émilion, entre autres. Mais match par match, on va prendre ça tranquillement. Et puis... on est prêt, bien sûr, on ne va peut-être pas gagner tous les matchs, même si c'est la volonté de l'entraîneur. Un match nul serait encore un bon résultat. La réserve de Libourne qui est donc 3e de la poule. Est-ce que vous vous attendiez à ça, Président, à avoir une série d'invincibilité aussi impressionnante en début de saison ? Non, ça fait plaisir, évidemment. C'est vrai qu'il y a un groupe qui vit bien, une équipe jeune, basée sur des jeunes qui ont été formés au club pour un certain nombre. Il y a eu des renforts
intersaison, 3-4 joueurs qui sont venus donner un petit peu de dynamique sur les différentes lignes. On a un gardien aussi qui est Javalé, là, qui est remarquable. Il a encaissé très très peu de buts depuis le début de la saison. Meilleure défense, meilleure attaque. Que demander de mieux que de savourer, de faire plaisir aux supporters et puis aux partenaires qui nous suivent, parce que le club s'appuie justement sur un grand nombre de supporters, et si on peut les récompenser, c'est bien. Vous parliez des jeunes, Bernard Fauconnet, vice-président de l'AS Cause en Charente-Maritime, en charge de la communication. C'est important pour vous, la formation? C'est au centre de l'éducation au sein du club? Oui, depuis très longtemps, c'est au centre. On est au deuxième groupement. On avait un premier groupement qui a été le groupement de l'Estuaire, qui a permis justement de former les jeunes que l'on retrouve dans l'équipe première. Depuis 3 ans, on a créé un autre groupement avec 2 communes limitrophes, c'est-à-dire Gémozac et Meursac, le groupement des jeunes de Saintonge-Estuaire. Et là, on a beaucoup d'espoir. On s'investit dans cette formation. Il faut passer par là. Il faut se regrouper. Il faut savoir faire des actions collectives et mettre en commun les moyens et les formateurs pour arriver justement à faire développer le football et le maintenir sur nos territoires. La deuxième partie du coup de la saison a débuté, on est en plein dedans. Bernard, là si on se projette un petit peu, l'AS Cause est première de sa poule, 16 points d'avance. Est-ce que la montée on y pense? Forcément. Il va bien falloir y penser. Hein. Allez, on ne va pas être ni mesquin ni avoir le jugement. On y pense depuis 3 ans. On l'a loupé 2 fois pour 1 point. Donc on va rester très, très humble. On respecte énormément les adversaires. Ce n'est pas parce qu'on a une avance, ça peut changer. Il reste 9 matchs, 3 x 9, 27 points. Tout peut basculer, pourquoi pas. Donc on ne va pas s'emballer, mais on y pense. On va commencer, je pense, à se focaliser un petit peu. Ce serait logique après un début de saison comme ça qu'on y arrive. Mais on va rester quand même très prudent, très humble. Et on respecte surtout les adversaires match après match. On a eu peut-être un peu de chance parfois, mais je crois qu'il faut respecter. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des matchs compliqués, mais toujours de beaux matchs. Et si on peut faire plaisir aux supporters, faire évoluer le football, c'est bien. Mais la chance, faut bien la... On est dans une commune de 2000 habitants seulement. Hein. La chance, faut bien la provoquer, et pour l'instant, vous l'avez fait parfaitement, Bernard. Juste, du coup, on se projette aussi un petit peu sur la saison prochaine. Forcément, on pense à la montée, mais tout ce qui est en termes de recrutement, en termes administratifs, pour l'instant, on met ça de côté. On pense purement aux sportifs pour le moment, et c'est 9 matchs qui restent en championnat. C'est vrai, c'est le sportif qui est important. On avisera toujours. On a le temps, on ne va pas se presser. C'est vrai qu'il faut prévoir aussi le budget correspondant, mais ça reste difficile. On a connu une autre période où c'est vrai qu'on avait vécu 2 ans la N3, donc cette montée ne va pas nous impressionner, mais on va aborder ça tranquillement avec le recul nécessaire et le sérieux qui s'impose. Entre nous, Bernard, si jamais les joueurs arrivent à rester invaincus jusqu'à la fin de la saison, est-ce qu'ils ont le droit à quelque chose ou pas du tout? Ah, ils auront bien droit déjà à notre reconnaissance, je crois celle du football, parce que ça serait un exploit extraordinaire. On n'attendait pas tout, c'est vrai que ce ne soit pas aussi net et aussi précis. Donc il y aura certainement une belle fête du football et ça se mériterait. Allez, il y a longtemps qu'on avait envie de faire un match de gala. Donc si à cette occasion, puisqu'on n'a pas pu fêter le centenaire en 2020, eh bien, si on pouvait faire une belle fête du football à Cause avec les installations que l'on a et accueillir, pourquoi pas, une équipe de bon niveau, on peut lancer l'appel. On ferait bien une belle fête du football, c'est vrai. Et la fête du football qui sera retransmise bien évidemment sur LFNA TV pour fêter tout ça. Mais avant ça, Bernard, donc ce match face à Libourne, ce match en retard face à la réserve de Libourne samedi. Et il reste donc 9 matchs. On vous souhaite plein de bonnes choses et on vous remercie d'avoir passé quelques minutes sur LFNA TV. Merci beaucoup Bernard. Et par contre, il reste une inquiétude, c'est qu'il pleut énormément là, depuis quelques jours et j'espère que ça va se calmer parce que sinon le match contre Libourne pourrait être encore repoussé si la pluie continue et je crains que c'est pas encore assuré. Hein. Bon, ben, mais c'est avec plaisir qu'on pourrait les rencontrer, mais on va le faire ce match. Hein. Si c'est pas là, ça sera plus tard, mais ça sera encore un grand moment. C'est évident que le temps en Charente-Maritime, pour l'instant, ne gâte pas forcément ses habitants. Merci en tout cas Bernard d'avoir pris quelques minutes avec nous ce soir. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.
C'était Bernard Fauconnet, vice-président de l'AS Cause, leader invaincu de la poule C de Régional 2. On félicite encore l'ensemble du club et notamment les joueurs pour cette saison incroyable. Cette émission numéro 129 d'LFNA TV est désormais terminée. Un grand merci à l'édition à notre directeur des opérations Flavien Giolkowski, accompagné par Rémi Penet, notre correspondant en Gironde, accompagné également de Théo Rodriguez, d'Antoine Olivier et d'Hugo Launay. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Chaque semaine, vous êtes très nombreux à commenter et à partager cette émission. Continuez à le faire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 130 d'LFNA TV. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Et n'oubliez pas, le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.